Ok, c'est parti. Thomas Albert Herrera, merci de venir avec nous et bienvenue dans ce premier test de podcast. Ça fait longtemps qu'on a essayé de faire ce truc-là. Tu m'en avais parlé il y a longtemps. Ça fait longtemps aussi que tu me pousses à passer en vidéo, en audio, etc. parce que je te harcèle de messages vocaux. Donc maintenant, on passe à quelque chose un peu plus concret et tu vas pouvoir parler de certains éléments, évidemment de ton travail, de comment tu fonctionnes, mais de certaines questions aussi, dont notamment des questions sur l'inspiration, les références photographiques. Donc on y viendra. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît? Yes, salut Jean. Bah écoute, d'abord merci pour ton invitation, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle et j'avais vraiment envie d'y participer, donc je suis trop content d'être là. Moi je m'appelle Thomas Herrera, je suis photographe depuis une quinzaine d'années, originaire de l'Est de la France, installé au Brésil depuis 14 ans, entre la D'où France et la le Brésil. déco et d'où la déco et le fait que derrière toi il fasse jour et que là on a la lumière de ce que tu appelles le néon, qui est bien Ouais, glauque. même si là on est sur une grosse pluie tropicale depuis ce matin Ouais, et donc vas-y, plains-toi. ouais, non mais c'est les eaux de Mars comme disait Vinicius de Moraes. Malheureusement Ouais. c'est un peu en avance cette année, là on est en février. Bon, disons que ça rafraîchit un petit peu l'ambiance. Bon voilà, en tout cas je suis au Brésil depuis 14 ans. Je suis photographe de mariage depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'étais plutôt dans la mode. Mm. Je me suis installé au Brésil suite à des études universitaires que j'ai fait ici en échange, des études d'anthropologie et de sociologie. Donc, Mm. j'ai fait un master ici au Brésil d'anthropologie et de sociologie, ce qui a influencé complètement mon travail photographique au départ. Et puis, bon, on le verra après. Et puis, au fur et à mesure, disons que je me suis spécialisé. C'est important de se spécialiser dans la vie. Et le mariage est venu un peu naturellement. Des collègues de boulot qui se mariaient, qui m'ont proposé de faire leur mariage. Et donc là, ça fait ouais, bientôt 10 ans que je fais du mariage. Très bien, bah écoute, très efficace comme présentation. Pour les personnes qui écoutent et qui ne regardent pas forcément, des descriptions que je pourrais tenter de mettre, mais je pense que tu vas vouloir me corriger, sur ton travail, et un des aspects qu'on voit être une forte source d'inspiration. Tu vas voir, je vais je vais être un boucher là-dessus. C'est peut-être une patte plus argentique, sur les couleurs que tu essaies d'obtenir. Et au niveau de la douceur, il y a certains artistes qui ont, en photo, quelque chose d'assez digital à leur photo, qui est pas forcément, ça s'entend comme quelque chose de négatif, on entend toujours le côté argentique comme obligatoirement une qualité. C'est plus une propriété, du rendu, et chez toi, je trouve Mhm. que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Sur ton site aussi, si on fait un tour rapide, il y a aussi cet aspect-là de la photographie en argentique qui visiblement a été un début de parcours pour toi, qui a nettement plus d'expérience dans la photo que moi, en termes d'années en tout cas. Et Merci de me donc rappeler que je voilà, suis je vieux. sais pas si... Non, 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 je me permettrai pas, mais bon, c'est vrai que je pourrais presque être ton fils, donc Non, arrête. vas-y, je te On- laisse ouvrir les hostilités non, on maintenant peut que pas dire ça. j'ai lancé ces deux trucs. Ok. Bah écoute, ça me fait plaisir d'en parler déjà, parce que l'argentique, pour moi, c'est l'essence même de la photographie. J'ai appris à photographier au départ avec un argentique que mon père m'avait prêté, un Nikon F2, un peu un grand classique pour ceux Hmm. qui commencent la photo. Euh, Mon premier atelier photo, finalement, ça a été ben, comme mon père m'a donné cet appareil et en quelques heures, il m'a appris à l'utiliser. Donc ça, c'est ma formation de photographe, elle réside là-dedans. À partir de là, je me suis construit un écosystème de Hmm. photographes. Je pense que tous les photographes ont leur propre écosystème. Et effectivement, alors aujourd'hui, j'utilise encore de l'argentique, je photographie encore énormément en argentique, mais on est obligé d'être sur du digital. C'est bien normal pour ce qu'on fait. Nous, les photographes de mariage, Hmm. c'est très compliqué aujourd'hui de proposer à des mariés de faire un mariage tout en argentique. Et puis même que finalement, économiquement, c'est presque impossible.
vu le Oui, prix et puis de même la en termes pellicule de actuellement. flexibilité, si les mariés veulent avoir à la fois une capture sans faute de chaque élément de leur mariage et à la fois de la quantité, etc., on ne peut pas avoir les deux aujourd'hui, en tout cas avec de l'argentique. Il viendra peut-être le moment où on aura les mesures automatiques, etc., de la luminosité plus poussée avec de l'argentique et avoir au moment de la capture, une capture Mhm. sur du film. D'ailleurs, j'ai vu une startup américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui tente de faire ça avec différents modules caméra en différents modules et tu as plusieurs types de capteurs que tu peux mettre à l'arrière, un petit peu comme Ok. certains appareils de Hasselblad, mais Mhm. tu as aussi la version avec pellicule. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça D'accord. donnera dans le temps, mais peut-être qu'un jour, tu pourras réaliser ton rêve de photographier tout un mariage en argentique avec Ah, la même précision qu'avec du digital, mais le rendu que tu ça aimes tant. serait, ça serait super. Ça serait super. Alors, on a Mm. l'option, comme tu viens d'en parler, du dos digital qu'on peut mettre sur, par exemple, des moyens formats, sur certains moyens Mm. formats argentiques. Sur du plein format, je ne sais pas si ça existe déjà. En tout cas, c'est Pour les photographes qui ont moins l'habitude de ces termes-là, est-ce que tu veux bien faire une micro-distinction entre moyen format et plein format? Parce ben, que c'est contre-intuitif en plus. moyen format, c'est 6-7. Hein. Ouais. Super. Ok. Attends. Je Non, complète. mais là, je peux pas. Là, attends, coupe, là, parce Le que là, plein moi, je peux format, pas. c'est le 35 mm. C'est la taille du capteur standard qui vient d'abord du monde du cinéma et qui s'est appliqué à l'argentique un petit peu comme un standard universel. Et ensuite, il y a le moyen format qui est un capteur plus grand, ce qui est contre-intuitif parce qu'on a plein format et moyen format, et qui est souvent apprécié par des photographes plus de studio ou alors qui peuvent très 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 bien contrôler leur environnement, donc certains photographes de mode ou comme ça, et qui là rentrent tout de suite dans du matériel qui est infiniment plus cher que le plein format, infiniment plus manuel aussi et qui est souvent beaucoup plus proche du monde de l'argentique. C'est un monde, le moyen format, c'est un look aussi pour ceux qui aiment. Voilà, ça donne à peu près l'aperçu de ce dont on parle. Au Alors, lieu moi, de rentrer dans des considérations très techniques comme ça, ouais, est-ce c'est ce que que tu as j'allais dire. envie qu'on... Alors moi, c'est bien qu'on en parle parce que c'est vrai que finalement, j'ai Mm. jamais été un fan de technique. Et Ouais. quand j'en parle avec des collègues, parfois, ils sortent voilà, des explications très, très, très poussées Comme je peux le sur. faire. Pardon. Non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a jamais vraiment Mm. fasciné. J'adore les appareils, j'adore l'objet. Les caméras, pour moi, c'est plus que un outil. C'est aussi un prolongement de ma vision de la photo. Mais c'est vrai que je suis pas, je serais un très mauvais vendeur d'appareils photo. Ça, c'est clair et net. J'ai du Euh, mal à y croire, ça. On te met dans une boutique argentique, je pense que tu serais assez passionné pour pouvoir faire repartir ouais, je pense que les jeunes rapidement, Instagrammeurs j'apprendrai à le avec faire. de la pellicule. Bon, en tout cas, pour revenir Euh, à ce qu'on disait par rapport à l'argentique, moi, mm. c'est vrai que de base, j'ai commencé là-dessus et j'ai jamais arrêté. Et je pense que c'est même un plaisir, un vrai plaisir pour moi de prendre mon appareil argentique et de faire des photos avec. Un plaisir que je n'ai peut-être pas autant sur un appareil numérique. Pour plusieurs raisons. Mm. Déjà, la notion de temps. La notion de temps est très importante dans l'argentique. On réfléchit, je trouve, beaucoup plus avant de faire sa photo. Et puis, on travaille cette photo, on la travaille beaucoup plus que sur du numérique. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Je sais que ça Sachant que la peut... quantité n'est pas la même et que le taux d'essai-erreur n'est pas non plus le même. Donc, c'est sûr, ouais, ça change exactement. complètement le process. Mon petit appareil là, que je ressors souvent pour faire des photos, c'est un petit peu le même processus dans le sens où comparé à mes gros objectifs de mariage, enfin mes gros appareils de mariage, la mise au point est Mhm. beaucoup plus lente, les conditions, enfin la performance du capteur est bien plus réduite. Et donc, quand on a un petit machin dans la main comme ça, c'est un petit peu la même chose. Bon, ça reste sur du numérique, mais l'approche en tout cas s'en rapproche et, euh, et me plaît beaucoup plus. Donc, je comprends complètement de quoi tu parles. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais sur cet aspect de la technique et du fait que, dans le fond, toi, tu n'es pas un technicien à proprement parler, mais plus un artiste. Je pense que de toute manière, les
excellents photographes à la Greg Fink ou à ton exemple, sont souvent des personnes qui savent maîtriser la technique dans la mesure où elle leur rend service dans une vision artistique, mais il y a une certaine priorité à la vision artistique. Et c'est à ça que je veux venir. Le technicien, lui, cherche la perfection avant de faire le cliché. Toi, tu cherches à obtenir ta vision. Il y a une phrase que tu me dis très souvent quand on échange en vocaux depuis un bon moment, que j'ai notée parce que je n'arrive jamais à la sortir d'une traite correctement. C'est une malédiction. Avant de bien faire les choses, il faut les faire. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de où ça vient et comment ça s'applique dans ton travail et dans ta façon de travailler? Eh ben, écoute, moi je trouve que c'est un bon slogan déjà, on peut se le répéter dans tous les sens et puis à Mm, toutes les sauces, pas que pour la photo, même dans la vie. Moi à mm, la base, c'était mon père qui me disait souvent ça, surtout quand je suis rentré à l'université, parce que c'était pas gagné d'avance, étant donné que je viens d'un cursus professionnel. J'avais fait un bac pro commerce et je suis après allé à la fac et c'était compliqué. Mais mm. mon père me disait toujours, avant de bien les faire, les choses, il faut les faire. Et je pense que ça colle aussi, par exemple, pour un photographe qui se lance. Je regardais ta vidéo, la dernière que tu as faite là-dessus. Et Mmh, d'ailleurs, tu en parles de ça. Lancez-vous, commencez par le faire, même si vous aviez des exigences, complètement. il n'y a pas de souci. Finalement, il faut tester, il faut essayer, mais il faut le faire. À partir de ce moment-là, si tu l'as fait, après tu peaufines, après tu peux revenir sur ton travail et le Mmh. corriger. Mais si tu ne le fais pas, ton projet, il va nulle part. Donc, Il y a cette on est idée-là de la nous. page Pardon. blanche qui bloque beaucoup les artistes qui se lancent et c'est en ça que ça me plaît. Pour ceux qui ont besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour les retenir. Avant de bien faire les choses, il faut les faire, et je Je trouve trouve que qu'effectivement ça la résume très page bien le propos. blanche, Mmh, c'est parfait parce que justement, tu vois, ça colle avec ce que je te disais juste avant. mmh, Moi, c'était en rapport à mes années universitaires où ouais, finalement, à l'université, tu te retrouves face à une page blanche et parfois, systématiquement. ben, ouais, tu n'as pas d'inspiration, tu es bloqué, mais il Mmh, faut se lancer. Et c'est ça le plus important. Et le plus dur, c'est ça, c'est se lancer. Peu importe la destination, finalement, le fait d'y aller, déjà, de commencer à avancer. Moi, je crois que c'est important de savoir solliciter du temps dans l'errance. L'errance, c'est pas négatif. mmh. L'errance, finalement, ça permet de découvrir plein de choses. Et pour un photographe, c'est super important. Après, on parlera de quelques références que j'ai décidé de te proposer. Euh, et ces photographes-là, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont pris le temps, ils ont sollicité le temps de se balader, de se promener, d'aller rencontrer des gens et de réaliser leurs projets. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche de certaines personnes qui parlent avec admiration d'artistes ou du monde artistique et qui ont ce réflexe-là de dire ah mais vous machin ça vous vient, vous avez l'œil, ça fonctionne, c'est dans le et souvent, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a pas de génie dans ce domaine, qui n'est pas longuement travaillé. Il y a des facilités au départ. C'est vrai qu'on n'est pas tous câblés pour les mêmes choses. Il y a certaines choses pour lesquelles, toi et moi ne sommes pas du tout câblés, du tout. On est incapable de pondre certaines choses dans des domaines. Je pense que si on devait se lancer dans la peinture, on passerait beaucoup de temps à galérer, même si on est dans un art pictural, donc techniquement, on devrait avoir ça. Je pense qu'on serait en grande difficulté. Euh, mais c'est vrai qu'avoir cette approche-là de l'exploration et de l'errance, ça permet de comprendre ce à quoi on est destiné et ça me plaît beaucoup. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Et puis cette transition que tu donnes vers les inspirations artistiques que tu as dans le monde des photographes, c'est intéressant. Euh, on part jamais totalement de la page blanche et toi, tu vas nous parler un petit peu de tes points de départ. Est-ce que tu veux commencer par l'un d'entre eux, peut-être le plus original ou celui qui te plaît le plus, celui qui t'a le plus marqué? Je te Ouais, laisse. bah écoute, moi, attends, je bois un peu. Faudra couper ça. Je sais pas, hein, peut-être que j'aurai la flemme. Ah, Le coup Ça met le bas, vrai Thomas Herrera quand on coupe les caméras, regardez ce que ça donne. c'est ça, là, sans le C'est parti, maquillage, vas-y. c'est moi. Ouais, sans ring lights. Alors moi, quand tu m'as parlé de mes références, tu m'as posé cette Mm, question sur ce qui m'a inspiré et ce qui m'a donné envie de faire de la photo, parce que mm, initialement, c'est ça la question.
J'ai pensé à Martin Parr, à Pierre Verger, qui ont toujours été des maîtres pour moi dans la photo, Mm, que j'adore. Mais c'est arrivé plus tard. En fait, au départ, et je m'en suis rappelé après avoir réfléchi, je pense que c'est Raymond Depardon, qui est un photographe français mm. super important, qui m'a vraiment donné envie de faire de la photo et qui m'a aussi, on va dire, aidé à comprendre pourquoi je voulais faire de la photo. C'est pas facile quand on débute de se trouver des excuses de faire de la photographie. Ouais. Euh, je pense que dans le travail de Raymond Depardon, pour ceux qui connaissent, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent parce que c'est vraiment une figure incontournable dans l'histoire de la photographie et du documentaire français. Il y a de l'anthropologie, il y a du documentaire, il y a un regard direct sur le monde. Euh, on sent que c'est une personne qui n'a jamais été à la recherche du sensationnel, bien au contraire. Mm. Il a, je pense qu'on on pourrait dire que c'est l'opposé de Cartier-Bresson, même si ça va faire grincer des dents, où Ouais, tu vas justement, créer des émeutes dans les commentaires, hein, les photographes passionnés qui vont pas supporter, mais oui. j'adore Cartier-Bresson. Mm. Il essaie d'apaiser derrière. Regardez-le. Mais non, mais c'est vrai que pour parler de Cartier-Bresson, qui a fait partie des photographes que j'ai regardé au début, Mm. parce que c'est classique. Lui, il était vraiment dans l'instant décisif. Lui, il cherchait l'instant décisif. Et là, chez Raymond Depardon, on n'est pas là-dedans. On pourra le voir plus tard. Il va justement, lui, s'orienter sur des choses encore beaucoup plus simples, parce que tout au long de sa carrière, il a photographié plutôt des conflits. C'était ça, moi, qui m'animait au début de regarder les photos de guerre. Je trouvais ça fascinant. Et les Et on se rend reporters de compte qu'en guerre fait, de l'époque, c'est des génies, hein. C'est bah ouais, impressionnant ce qu'ils ont fait. À côté, nous, nos journalistes suréquipés, ils ouais, n'écrivent pas du tout aussi bien qu'avant. Ils font des fautes d'orthographe. Mais alors, regardez le niveau pictural avant et après. Il n'y a pas que l'orthographe qui s'est dégradé, hein, dans le processus. C'est impressionnant. c'est vrai. Et donc, Mm. pour parler concrètement de son travail, il faut voir un reportage qu'il a fait en Écosse, je crois dans les années 70 ou 80, ceux qui savent pour me corriger, sur le déclassement industriel. Et En couleur, c'est bien c'est ça. c'est en couleur, ouais. C'est en couleur et Mm. c'est magnifique. C'est juste simple et direct. C'est de l'anthropologie, de la sociologie. Moi, j'adore ça. Il y a un photographe actuel qui s'appelle Joël Meyerovitch, je crois, Mm. qui est dans ce style aussi. J'adore. Mais voilà, Ouais. Raymond Depardon, pour moi, ça a été vraiment une vraie référence. Il y a aussi une série qui est incroyable. C'est la série qu'il a faite pour Libération. Et je crois que tous les dimanches, il devait envoyer une photo. Il était à New York à ce moment-là. Et il a passé, je crois, presque un an à New York, correspondant. Et tous les dimanches, il devait envoyer une photo à Libération. Et Libération la postait, enfin, la publiait à l'époque. Donc L'Instagram ça, de l'époque. Il y avait un ouais. rythme fréquent et il devait. C'est très Mais marrant d'y c'est, penser comme ça. Mais je sais pas c'est en quelle année, il faudrait qu'on vérifie, mais en tout cas, c'est impressionnant parce que la qualité des photos, elle est présente et c'est récurrent. Et c'est là qu'on voit le photographe, le maître de photographie, quoi, vraiment. Donc ça, c'est aussi, aussi quelque chose qui m'a bien motivé à l'époque de faire enfin, pas ce type de photo parce que j'en suis jamais arrivé, mais voilà, reprendre un peu ce qu'on disait avant, aller se balader, se promener dans les rangs et faire des images. Je trouve que c'est très important. Et Mm. dans le travail de Raymond Depardon, on le voit Toi, énormément. tu nous parlais de l'excuse photographique et le fait que le travail de Raymond Pardon t'avait aidé à trouver une excuse pour photographier. J'aime bien cette idée-là parce que c'est vrai que les questions viennent surtout au début quand on n'a pas encore de résultats et qu'on tâtonne, qui a besoin d'investissement en temps, en matériel, en patience et puis aussi Exact. d'affronter le C'est regard bien des de le autres souligner. qui redoutent ça. Mhm. Qu'est-ce qui, toi, est ressorti de ça? Tu nous parlais un petit peu de tes études aussi à la fac. J'imagine qu'il y a un lien dedans aussi avec ça et ça serait intéressant que tu nous en parles. Totalement, totalement. C'est lié. Mais je pense, comme je te disais juste avant, que chaque photographe a son écosystème.
Moi, à l'époque, j'étais en fac d'anthropologie, de sociologie, les sciences humaines. Voilà, le regard tourné vers l'humain en permanence, les faits sociaux me fascinaient. Donc, effectivement, oui, je me suis orienté naturellement là-dessus. Et comme tu viens de dire, finalement, le matériel, peu importe le matériel que vous avez, Mm. le plus important, c'est de faire les choses, encore une fois. C'est pas parce qu'on a un appareil qu'on trouve pas assez bon qu'on n'a pas la possibilité de faire des belles images. Non, je pense pas. Au Ce contraire. qui est, ce qui est amusant en plus dedans, c'est de voir les photos qu'aiment les personnes, le look un peu soft, un peu à l'ancienne, et qu'ils aient l'impression qu'ils pourront obtenir des photos de bonne qualité avec le matériel le plus performant, le plus net, le plus rapide, avec les couleurs Ouais. les plus punchy, ce qui est complètement contradictoire, donc c'est assez drôle. Et si on devait orienter les photographes qui débutent aujourd'hui, ça se trouve, les renvoyer tous à l'argentique avec 50 balles dans un vide-grenier, et puis voilà, ils se feraient plaisir. Bon, j'irai pas L'avantage jusque-là, mais voilà. de l'argentique, c'est que quand tu apprends à faire de la photo, Mmh. il faut prendre le temps, vraiment. Et l'argentique t'offre ce facteur temps. C'est hyper C'est important, exigeant, hein? très exigeant. Il y a un autre photographe dont je voulais te parler qui me tient à cœur, qui s'appelle Abbas Attar, un Mmh. franco-iranien, qui lui a photographié essentiellement des conflits dans le monde entier. Il a été au Mmh. Bangladesh, il a été au Chili, il a été au Vietnam, au Moyen-Orient. Il a photographié la révolution iranienne. Il a été à Cuba aussi. D'ailleurs, j'ai une belle photo à vous montrer qu'il a faite à Cuba en couleur, parce que lui, sa spécialité, c'était plutôt le noir et blanc. Et là, j'ai trouvé cette photo en cherchant un peu en couleur, qui est magnifique. Euh, on retrouve, et on trouve surtout ensuite chez lui une belle photo d'être humain. C'est en permanence, on sent qu'il est proche des gens. Mmh. Euh, il n'a pas peur de s'approcher du sujet, et ça me fascine vraiment chez les photographes de cette Mmh. époque. Ils étaient vraiment au plus près de l'action. Lui, pour le coup, il n'a pas tant photographié l'action, mais plus les civils lors des conflits. Et ça, c'est très intéressant. Les civils ou alors même les milices, mais pas forcément l'action. C'était vraiment le photoreporter Donc qui c'est un photographiait l'environnement de la guerre. Et il arrivait à trouver dans le chaos des scènes magnifiques. Et c'est balèze, c'est très fort de faire ça. j'ai l'impression que tu parles d'un photographe de mariage. On trouve dans le chaos des scènes magnifiques. Merci de faire la connexion. Parce que je te dis sincèrement, Jean, aujourd'hui, dans les mariages, je m'inspire encore plus de ces photographes. Parce que Mmh. finalement, leur approche, elle est la même que celle du photographe de mariage. En général, on est au milieu de 200 personnes, 150 personnes, parfois 300. Mmh. Donc, il y a un certain chaos qui règne hein, quand les gens se déplacent. C'est pas toujours facile hein, de se positionner. Et il faut savoir trouver la belle chose au milieu de tout ce mouvement. Et ça, c'est important pour un photographe, je trouve, de savoir travailler son regard là-dessus. Être Toi, attentif, dans pas quelle toujours. mentalité, dans quel mindset tu te mets quand tu cherches ça, quand tu es entouré de monde, et cetera? Comment est-ce que tu approches ça? Parce que moi, j'ai une idée très, très claire de comment je le fais. Je vois très, très bien ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais ça m'intéresserait de savoir comment tu décrirais le processus qui te traverse. En plus, il me semble que C'est tu fais un petit peu de méditation, que tu es proche de la nature, que tu as un rapport avec, ton esprit et l'état dans lequel tu te mets. Ça fait très, chamanisme et tout ça, vous inquiétez pas, non, hein, non, c'est pas je du suis tout pas dans le l'idée. chamanisme. Non, mais vraiment pas. Mais, ce que je veux dire, c'est pas, bricoler avec, des trucs, bizarres. C'est juste une histoire d'état d'esprit, dans lequel on se met. Qu'est-ce qui te vient en tête à ce moment-là? Écoute, je pense qu'on a tous nos sources de motivation. Moi, je pense que c'est ça qui me fait avancer aussi sur un mariage. Je me dis que je vais voir quelque chose d'unique Mmh. et qu'il va falloir le montrer aux mariés et à tous les invités. C'est pas facile de se mettre dans un mood et se dire bon allez aujourd'hui je vais faire telle photo ou telle photo. C'est jamais comme ça que ça se passe. C'est très compliqué de prévoir ce qu'on va faire. Il y a toujours des imprévus. Moi, je pense que j'essaie de sentir au feeling l'énergie des gens et les regards et je me rapproche doucement et j'essaie de mettre à la place d'un invité finalement.
Mm. en permanence dans la discrétion. Ça, tu le dis aussi, j'ai vu dans ta vidéo et sur comment se Ouais, lancer. Et je trouve que c'est très, très, très intéressant parce que c'est la base, à mon avis. ouais. Plus on est discret, à mon avis, quand on fait son travail, moins on perturbe les éléments. Il y a un petit peu du photographe animalier, je trouve, dans la photo de mariage à ces moments-là, où on essaie de... Non, mais c'est vrai, on essaie de prendre en photo la bête sans la perturber dans son milieu naturel. On n'a pas de camouflage. C'est ton côté Et chasseur qui ressort, ça. exactement, très, très chasseur. Il me balade toujours en barbour, ce qui est faux. Mais bref, mais je trouve qu'il y a quelque chose de ça, d'être conscient de sa présence et du fait qu'on puisse rapidement perturber une scène. Les seuls qu'on n'arrive pas à perturber, c'est les enfants. Les Ouais, enfants ont un niveau d'imperturbabilité quand ils sont dans quelque chose, ils sont tellement dans leur monde, tellement peu conscients d'eux-mêmes que on peut parfois être à 1 m 2 en train de les prendre en photo et continuer à faire, c'est très très drôle. c'est vrai. C'est vrai. Les jeunes, les enfants, c'est magique, hein, de toute façon. Ah, mais Il n'y a, y a rien à faire. n'en Hein. parle pas. Y a pas d'explication. Hein. C'est magique. C'est de la Mm. magie. Donc, parfois, oui, essayer de les canaliser, ça serait une erreur. Je pense qu'au contraire, il faut les laisser Mm. faire ce qu'ils ont à faire. Et il y a des belles photos à faire sur les enfants. J'adore. Sur les mariages, il y a toujours des belles prises de vue à faire. Moi, pour revenir à ce que tu me demandais par rapport à mon état d'esprit Mm. sur ces moments-là, sur les mariages, euh, moi, en permanence, je pense à ma composition, à ma composition d'image. C'est hyper important. Mm. J'essaie d'aller à l'essentiel. J'essaie d'aller à l'essentiel, mais pas forcément que ça soit évident. J'ai horreur de l'évidence. J'essaye, d'ailleurs, c'est pour ça que je te parlais de ces photographes dont je m'inspire Mm. et dont je suis très loin et que je respecte énormément, parce que justement, ils sont dans quelque chose qui n'est pas évident en permanence. Et ils racontent une histoire à chaque fois. À chaque Il fois, te, il te il y a une bouscule à chaque fois que tu trame. regardes un cadre. Tu as toujours ce moment Oui, de questionnement de tiens, qu'est-ce que je regarde? Qui est exactement. l'opposé de ce qu'on voit généralement sur les réseaux. Parce que l'état d'esprit dans lequel on est n'est pas le même. C'est pas que je dévalorise les photographes sur les réseaux sociaux, il y en a plein d'excellents, mais ceux qu'on voit le plus souvent, ils ont un point commun d'avoir une image qui est facile à apprécier, facile à regarder et facile à comprendre. Le but, Mhm. c'est que ce soit la junk food du photographe assez souvent. Non, mais c'est vrai, parce que justement, il n'y a pas de challenge à la personne qui va le regarder. C'est exactement comme un texte écrit sur les réseaux sociaux qui n'aura pas du tout la profondeur et la complexité d'un texte imprimé d'un grand écrivain, parce que le niveau d'exigence de la personne en face n'est pas le même. Un grand écrivain, Mhm. on lui laisse la place, par contre, on attend beaucoup de lui. Et pour un photographe qu'on imprime et qui va avoir une place sur votre bibliothèque dont la quantité est limitée par rapport à un scroll infini sur un réseau social, enfin sur les réseaux sociaux, j'arrive même pas à conjuguer mes phrases. C'est vrai qu'on voit une nette différence là-dessus et dans les photographes que tu as déjà mentionnés, c'est vrai que c'est le point commun systématique de ce truc. On a l'impression de se prendre une petite claque à chaque fois qu'on regarde une photo, Ouais. à avoir ces contrastes naturels qu'ils trouvent dans les sujets, dans les couleurs, dans les compositions. Et dans tes photos aussi, je trouve que c'est un truc qui revient assez fréquemment. Il y a un espèce de challenge de la personne qui le regarde. C'est plus exigeant qu'une photo classique, mais il y a aussi un plus grand plaisir, je trouve, à observer ce type de photo. Donc moi, ce qui me fascine vraiment chez Depardon, Abbas et bien d'autres, euh, j'ai cité ces deux-là parce que je les adore, mais il y en a plein d'autres, Mm. c'est vraiment le fait de raconter toujours une histoire dans leurs images. La composition est simple et efficace. On va directement à l'essentiel avec eux. Et ça, c'est top. C'est accessible à tout le monde aussi. Et ça, c'est fort, je trouve. Même il y a des fois où on regarde la photo et on se dit, mais voilà, elle est parfaite, l'image, quoi. Et pour revenir à la question de base, moi, dans mes références, quand tu m'as posé cette question, j'ai pensé tout de suite à un peintre, c'est pas un photographe, mais bon, c'est de l'image, qui s'appelle Gustave Courbet, du courant du réalisme. Mm. Et Gustave Courbet, en fait, il a peint ce qu'il voyait autour de lui à l'époque de manière très simple, mais très juste et très réaliste, hein, comme le courant l'indique.
Et finalement, c'est de la sociologie avant l'heure. C'est des témoignages historiques incroyables. Il a peint les paysans autour de chez lui. Il a fait des... Alors, il y a bien sûr une peinture très connue de lui, mais je pense pas... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas cette peinture qui m'intéresse. C'est vraiment tout ce qu'il a fait dans sa région, qui est aussi ma région, la Hmm. Franche-Comté. Et c'est pour ça que finalement, je le À connais peine depuis très chauvin, quoi. Ben, c'est pour ça que je le connais depuis très longtemps, hein, parce qu'on a été nourri et Hmm. alimenté avec ses œuvres. Et oui, effectivement, ça, c'est un truc qui m'anime depuis toujours, finalement. Hmm. C'est photographier les gens. Le sujet principal de ma photo, c'est l'être humain. Et, euh, et voilà, j'adore Courbet, j'avais envie de le placer aussi, même s'il n'est pas photographe. Nickel. Et je ferai défiler quelques photos en même temps, ce sera parfait, ça va animer tout Super. ça. Oui, mais alors, J'ai... Attends, dis-moi, j'ai encore... Je peux parler encore 2 minutes sur mes références? vas-y, vas-y. Ok. Ça me tient à cœur parce que ça, c'est des anciens photographes. Bon, il y en a encore quelques-uns vivants. Certains sont morts. Mais j'ai envie de parler des plus jeunes euh, parce qu'il y a un vrai mouvement Hmm. photographique actuel. Et là, je ne parlerai pas de photoreportage, mais plus de photos de mode, parce que moi, j'ai commencé la photo dans la mode et c'est quelque chose qui m'anime aussi. Euh, Il y a une fille que j'adore qui s'appelle Renelle Medrano, qui est très, très, très connue chez les jeunes, Hmm. qui est new-yorkaise, elle vient du Bronx et elle a commencé par photographier ses amis dans la rue et elle est devenue une top photographe actuellement. Il faut la voir, il faut regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment beau, il faut la suivre. Il y a aussi une autre qui s'appelle Nadine Ijewer, je crois que je le prononce bien, qui est nigériane anglaise et elle aussi, elle fait vraiment des trucs magnifiques. Ça sort de l'ordinaire. Je trouve qu'ils arrivent à bien contraster la mode avec, on va dire, des paysages qui ne sont pas forcément ce qu'on retrouvait dans la mode. J'adore vraiment leur boulot. C'est à suivre, à voir. Et puis, je finirai par un autre. Alors, lui, c'est mon chouchou. Je l'adore. C'est un Coréen. Et par contre, son nom, j'ai du mal à le dire. Je crois que c'est Min Yoon Woo. C'est un photographe coréen et c'est un magicien. Clairement, pour moi, il est au top niveau. Il fait des choses qu'on n'avait jamais vues avant. En tout cas, je n'avais jamais vu ça avant. Lui, il joue vraiment avec les éléments naturels, avec les modèles, à la perfection. Il faut regarder son travail, c'est vraiment beau. Je trouve que les couleurs sont chaudes. On a envie, c'est assez marrant, mais on a envie d'être dans ces photos. Ça, c'est un truc que je trouve aussi fascinant. Et en les regardant, en général, ça permet de s'évader un peu. C'est pour ça que j'adore ce qu'il fait. Voilà, ça Très c'était bien. Eh mon, ben, écoute, mon ça coup de fait des cœur. jolies références. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça parce que j'avoue que je vais les découvrir en même temps que les personnes qui regardent la vidéo en allant faire une petite recherche en parallèle. Mais c'est bien de pouvoir les placer et de donner une petite idée aussi de certaines choses intéressantes à voir à l'extérieur. On peut être facilement bloqué par la bulle de l'algorithme et ça vaut le coup de l'entraîner à nous pondre des choses un petit peu différentes. C'est Il vrai. y a de très très belles choses qui sont à l'extérieur et donc bah voilà, ce que tu mentionnes là, ce sera un petit plus pour ça. Euh, mais transition, troisième point. Ça, là, on voit le mec qui a fait philo à un moment, qui a fait passer en L et tout ça, sur lequel ça a un peu déteint le système français bien cartésien. Troisième partie, inspiration ou copie? Ah, Non, pour étayer. Il y a cette critique qui est souvent faite aux photographes qui essaient d'imiter un style. Alors, je vais parler de la micro-bulle dans laquelle je suis, des photographes de mariage catho, d'Insta spécifiquement, donc c'est vraiment trois variables, il ne reste plus beaucoup de monde au milieu dans lequel beaucoup de photographes qui se lancent essaient d'imiter soit mon style, soit celui d'une autre photographe, soit celui de... Alors, ce qui est le plus courant, c'est Ange Provost, qui fait un travail très bon, hein, soit dit en passant. Et donc, je comprends complètement que les personnes qui se lancent en photographie veuillent
copier ces styles-là. Mais il y a quelque chose de très dégradant à dire ça, donc les personnes n'essaient pas forcément de le dire, mais posent les questions en secret sur le côté. Et c'est vrai que je m'intéresse à toi, ton approche de la distinction que tu peux faire entre l'inspiration et la copie, et dans quelle mesure est-ce que c'est bon ou non de chercher à copier le travail de quelqu'un d'autre? Est-ce que les grands artistes volent ou est-ce qu'ils copient? Écoute, moi, je pense qu'en toute humilité, j'ai copié et je me suis inspiré de plusieurs photographes. J'ai pas peur de le dire. Au contraire, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mm, J'ai adoré certains photographes au point d'essayer de comprendre comment ils travaillaient. Euh, mm, Moi, j'ai été longtemps assistant photographe. Et en général, ce qui se passe pour un assistant photographe sur les shootings en studio, c'est qu'on fait la mm. lumière du photographe. Donc, il nous demande quelque chose et on lui fait. Et finalement, parfois, le photographe te donne une idée. Toi, en tant qu'assistant, tu ne l'avais pas eu et tu le lui fais. Et après, tu regardes le résultat et tu dis, ah ouais, en fait, c'était ça. Et après, toi, dans tes shootings, tu le fais. Alors, c'est quoi? C'est de la Mm. copie ou de l'inspiration? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'est un mélange. Ça permet aussi de se construire son écosystème. Je reviens à ça, l'écosystème du photographe qui est très important. Euh, c'est hyper important, je pense, de se documenter, de faire des recherches, que ce soit sur le matériel ou sur la manière d'éditer les images, parce qu'on parle de ça aussi, bien sûr. Mais copier, je trouve que c'est très difficile de copier. L'environnement, les sujets, les lumières, le matériel utilisé, même si ça n'a pas tant d'importance que ça, affecte forcément l'image. Et donc, ça, ce sont déjà un nombre de variables qui font qu'on ne peut que s'inspirer, que c'est enfin, très difficile de copier. Ça, je te rejoins dessus. Et j'aime bien cette idée-là d'admettre qu'on est des nains sur des épaules de géants. J'aime énormément cette image-là. Je pense qu'il y a un rapport à l'humilité nécessaire dans n'importe quelle forme d'art ou de compétence en général. C'est très courant et évident de comprendre qu'un vieil ingénieur formera bien mieux un jeune ingénieur que l'inverse. Parce qu'il a des connaissances dans le domaine spécifique, parce qu'il a testé le terrain, parce qu'il a aussi un feeling sur ce qui va fonctionner ou pas. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans cette idée fantasmée de l'artiste, je pense, qui s'est construit tout seul, qui fonctionne tout seul, etc. On oublie que Picasso était avant un excellent peintre, avant de se mettre à rentrer dans sa folie du cubisme. On oublie que Dali, avant de faire ses bonnes femmes à tiroir, il faisait aussi des peintures absolument splendides, et il en a fait des absolument splendides, il a une vraie formation beaux-arts, et que chacune de ces figures qu'on connaît comme étant un innovateur dans son domaine n'était pas juste un électron libre qui avait décidé de s'en émanciper, mais qui d'abord avait compris les codes avant de les casser. Et j'aime bien cette idée-là bon ça. de chercher à copier et à prendre. De rien, c'est gratuit, tu t'en fais ce que tu Je veux. le garde, je le garde. Parfait. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet super intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas que ça devienne un tabou. Finalement, aujourd'hui, tout est accessible. Si tu veux savoir comment tel Mm. photographe fait son édition, c'est très facile. Oula, Il y a oui. des il y a des mécanismes pour ça. Et puis même à l'œil nu, on peut essayer de comprendre. Avec un peu Moi, je, d'entraînement, ça se fait vite. ouais. Moi, je pense que tout le monde s'inspire et tout le monde copie. Euh, le terme copier, finalement, faut pas que ça soit péjoratif. Faut que ça soit péjoratif à partir du moment où on l'utilise, le travail de l'autre, pour le vendre. Tu vois, ça, c'est un crime. Mais par contre, copier le style de l'autre pour en faire son propre style, je pense que tous les artistes sont passés par là. Personne n'a rien inventé. Ou alors, il faudrait revenir à je ne sais pas quand. Les couleurs sont dans la nature. On n'a pas inventé les Rien de couleurs. nouveau sous le soleil. Exactement. Donc, effectivement, il y a des gens qui s'inspirent très fortement d'autres personnes, ça existe. Mais comme je te dis, c'est impossible, à mon avis, à mon humble avis, Mm. de copier totalement quelqu'un. On a tous notre signature, on a tous notre construction de l'esthétisme, et ça, c'est très, très, très important. Il ne faut pas galvauder ça. Euh, Ouais. on, a, on a tous I- eu, dans notre passé, une construction lente de notre façon d'apprécier les choses. Et je pense, à mon avis, je pense que si tu veux copier quelqu'un,
à la perfection, la meilleure solution, c'est de devenir son disciple, d'aller travailler avec lui. Vous l'avez entendu. Non, mais je suis C'est mon totalement avis. d'accord. Il y a cette idée qui est assez évidente, je pense, dans la littérature, que tous les grands auteurs utilisent les mots que la langue française a en commun, et d'ailleurs que les autres langues ont en commun. Ils utilisent tous le même set de mots, mais pas de la même façon et pas dans les mêmes proportions. Et que le style, c'est la même chose. On a tous le même set de RVB, rouge, vert, bleu, Bien dans nos sûr. photos, mais que les proportions, les quantités, leur gestion est très différente. Et là, on retrouve, à mon avis, la signature dans la construction complète de ça. Et j'aime bien cette idée d'écosystème maintenant qui a plus de sens, maintenant que tu l'as défini là-dessus, de cette idée du choix de briques de Lego avec lesquelles on construit le résultat final. Et que c'est pas. J'aime bien aussi cette idée-là de dire aux personnes qui se lancent dans la photo que c'est pas nécessaire de savoir quel style on veut donner à nos photos long terme. Tu parlais d'errance au tout début, et Surtout, il y a cette idée de surtout pas. recherche. Moi, je pense que surtout pas. Il faut pas s'arrêter à un style Mm. ou Et de dire je veux atteindre ça. Et le jour où j'arriverai à faire ça, ça sera bon, je serai accompli. bah, le problème, c'est que le jour où tu es arrivé à faire ça, là, ce que tu voulais faire, c'est la fin, en fait. Donc, tu arrêtes, tu vends ton C'est déjà appareil bien photo, triste. et puis tu vas Mm. faire autre chose. Parce que l'évolution, elle est permanente. Moi, je pense que toi, dans ton travail, tu as énormément évolué. Dans tes photos, tu as énormément évolué ces dernières années. D'ailleurs, à une vitesse assez folle, parce que moi, je te suis depuis quelques années. Et Merci. finalement, euh, mais je t'en prie, mais en même temps, c'est normal, parce que tu es dans les tests, tu fais beaucoup de tests, tu as essayé plein de choses. Moi aussi, j'en fais Mm. encore aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je fais de la photo et je teste encore des choses. C'est hyper important. Le jour où tu Tu arrêtes de sais que je suis tester, même tombé dans le piège de la désaturation partielle temporairement. Donc, c'est évidemment, oui. écoute, Je suis passé partout. euh, euh, no comment. Mm. Je préfère pas me prononcer là-dessus. Je crois qu'on en a tous été coupables. Chacun Mais fait ce qu'il veut chez lui. Tant que je le on n'est pas vois obligé de pas, connaître tant que je le l'aspect le vois plus pas, c'est sombre de important. l'artiste. Garde ça pour toi. Pour ceux qui ne Euh, voient pas ce que c'est la désaturation partielle et qui juste écoutent la vidéo, pensez à ce cliché éternel de la photo en noir et blanc des rues de New York avec le taxi jaune. Mais uniquement le taxi jaune, le reste est noir et blanc. Bah, ça, dans le domaine du kitsch, je pense qu'à côté de Johnny Hallyday, il y a un trône qui a été érigé à la gloire de la désaturation partielle. Désolé aux fans de Johnny je, Hallyday. je le prends pour moi. Euh, Non, mais J'ai je pleuré à la pense, mort de Johnny. Mais non, mais je, bien sûr. je pense que la construction de l'esthétisme et la construction du goût, c'est quelque chose de social, comme je te disais juste avant. Donc ça, c'est Alors, super question. Je la reformule pour être sûr qu'on part dans la même direction, mais est-ce que la construction du goût est uniquement sociale ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des éléments qui sont liés à la nature, une sorte de mathématique de l'harmonie qui fait que certaines choses sont universellement belles, indépendamment de la formation culturelle des personnes? alors sans faire le philosophe de comptoir, je pense que c'est un ensemble de plein de paramètres. Ouais. Mm. Et là, c'est le sociologue, enfin l'ancien élève de sociologie qui va en parler. Il y a forcément une construction culturelle qui se fait chez l'être humain par son héritage culturel, son capital culturel qu'il construit. Ceux qui ont fait un peu de sociologie en parleront mieux que moi, parce que moi j'ai arrêté d'en faire et je fais de la photo Mm. maintenant. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'y Est-ce que tu as pencher. vraiment arrêté d'en faire, vu ce que tu nous as dit sur ton approche de la photo? J'en fais, mais plus avec des mots, avec des images. Très bien. C'est Je te beaucoup, laisse c'est partir beaucoup sur plus ton idée, simple pour désolé. moi. Non, ce que je veux dire, c'est que la désaturation partielle que j'ai jamais fait de ma vie et finalement que peut-être je ferai jamais ou peut-être qu'un jour j'essaierai, qui sait. C'est quelque chose qui est arrivé jusqu'à toi par connexion, par contact. Moi, malheureusement, ça m'est jamais arrivé jusqu'à moi, la désaturation Hmm. partielle. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, j'ai déjà aperçu, mais que je refuse de voir, clairement. Dieu merci. Pourquoi?
Parce que moi, je pars du principe, et je vais encore parler de l'écosystème du photographe, qui me semble quelque chose de très important dans Ouais. ma construction de l'esthétisme. L'écosystème du photographe, c'est ça. C'est s'alimenter d'images. Il faut savoir que le photographe, en tout cas ça c'est mon point de vue, et c'est seulement mon point de vue, le photographe, il fait les images qui reflètent ses visions. On ne va pas faire des images au hasard, on ne va pas photographier les Mm. choses au hasard. Le déclenchement de la photo, il est pas, c'est pas une coïncidence. C'est quelque chose qu'on a en nous qui va nous donner envie de le faire à un moment précis. Mais il y a une explication. C'est pas quelque chose de magique, etc. Non, on a été influencé par des images. Et c'est pour ça que moi, parfois, je m'interdis de regarder certaines choses. Par exemple, Mm. je ne regarde pas la télévision parce que je préfère choisir mes options. Je trouve que la télévision, c'est très passif. En fait, on s'assoit et puis on, on va, on va recevoir les informations, on va les subir, les informations. Alors que si on veut aller au cinéma, par exemple, on va choisir le film qu'on va regarder. Ou alors, si on veut regarder un film sur son ordinateur ou sur Netflix, etc., euh, on va les choisir. Et ça, c'est très important, je pense, encore une fois, dans la construction de l'écosystème du photographe. Donc là, toi, tu parles de cette partie-là de la construction, que tu es conscient qu'il y a une part de ce que tu fais qui vient de ton environnement culturel et donc toi, la façon dont tu fais aussi un tri dans l'environnement culturel dans lequel tu es, dans ton écosystème, comme tu le dis si bien. Mais globalement, plus globalement, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi certains éléments qui sont universellement beaux, universellement harmonieux? Je te donne un exemple dessus pour parler de ceux que j'ai en tête. Personne ne va s'écrier devant un coucher de soleil, oh que c'est laid. Il y a une forme d'émerveillement qui est naturel et humain et profond qui viendra de ça. Après, devant une peinture, c'est plus compliqué parce que c'est une création humaine. Et dans cette création humaine, il y a déjà plus d'imperfections. Après, quand on écoute pareil certaines compositions de Bach, certaines sont tellement mathématiquement parfaites que quand bien même on peut ne pas avoir d'émotion, l'émotion esthétique, le fait de se dire waouh, c'est beau et ce devant quoi j'aimerais oublier le monde entier autour, etc. Tous ces Mhm, trucs-là qui définissent enfin, l'expérience de la beauté, mhm. sans même avoir cette expérience de la beauté, on peut quand même consciemment dire tiens, il y a quelque chose qui tient la route, il y a quelque chose qui est harmonieux. Si tu me dis non là-dessus, il va falloir que je te mette en contact avec Anne Russocki parce c'est la fervente défenseuse de l'art comme étant uniquement et quasiment uniquement quelque chose de mathématique et que le beau, c'est juste une équation. Pas juste D'accord. parce que l'atteindre, c'est d'une complexité infinie, mais que pour l'atteindre, il faut déjà au moins remplir les paramètres principaux de cette équation. Ouais. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait de trier ce qu'on veut voir et ce qu'on veut faire. Parce Mm. qu'effectivement, s'offre à nous énormément d'options dans la vie. Or, on en choisit certaines options par rapport à quoi? Par rapport au goût, par rapport à Mm. notre goût. Là encore, c'est de la sociologie, hein, Mm. excuse-moi, mais j'en reviens à ça. J'ai beaucoup lu Pierre Bourdieu et dans un de ses bouquins, je me rappelle d'une phrase qui disait en quelque sorte que le goût est avant tout le dégoût du goût des autres. En gros, ton goût se fabrique par Il est rapport joyeux le à... mec, Non, mais c'est intéressant parce que mais finalement, c'est très vrai. quand tu réfléchis, ça fait sens. Tu construis ton Mm. goût par rapport à des choses que tu n'aimes pas. Comment ça, Y des choses compris que sur tu ton n'aimes propre pas? travail. Oui, mais comment ça, des choses que tu n'aimes pas? Ben, des choses, en fait, finalement, que tu ne veux pas. Donc ça, non, non, non. Et finalement, c'est pas par défaut, mais il en restera des options. Et c'est ces options-là que tu vas choisir. Mais tu as fait le tri. Et pourquoi tu as J'aime fait le beaucoup. tri? Mm. Parce que finalement, tu as fait dans ta vie une construction d'être humain avec, comme je te le disais juste avant, un héritage culturel de par tes parents, tes amis, ta famille, la région du monde où tu vis. Tu as eu des références qui sont rentrées dans ton disque dur que tu as utilisées toute ta Mm. vie. Et donc là, dans ce cas précis, moi, je pense qu'on ne fait pas les choses par hasard, et bien au contraire. Et quand tu vas développer, pour en revenir au sujet,
de copier ou imiter ou s'inspirer, finalement, tu vas faire des choix. Moi, j'ai fait des choix, par exemple, dans mes traitements d'images, en fonction de l'analogique, en fonction de l'argentique, Mm. parce que pour moi, c'était mon pilier dans ma vie de photographe. Et donc, j'ai fait ce choix. Je me suis orienté sur des photographes qui étaient là avant moi, qui ont édité leurs images avec une touche argentique. Et moi, je me suis Mm. reconnu là-dedans. Et je fais partie de ce groupe. Je suis, comment dire, connecté par un lien à, à ce groupe. Comme toi, tu l'es aussi dans un autre groupe et qu'on l'est tous. Et ce groupe croit en Mm. certaines valeurs. Et ce C'était sont des toi qui m'avais valeurs. dit un temps, tiens, c'est marrant tes photos. Je crois que c'était toi qui m'avais dit ça. Tiens, c'est marrant tes photos. On retrouve la même patte qu'un tel, un tel, un tel, qui sont tous les trois des photographes de mariage catho sur Insta. Ah Euh, bon? Non, Qui t'avait c'était dit pas ça? toi. C'était un Non, cousin que j'apprécie beaucoup, qui est photographe, Henri Buffetot, et qui m'avait fait la réflexion, pas du tout comme une critique. Et ça m'avait un peu surpris au moment où il m'avait dit, et je me suis rendu compte qu'effectivement, un temps, j'ai un petit peu dérivé de ce côté-là. En fait, plus je me cherchais là-dessus. Et après, je te rejoins, il y a eu ce côté, là, cet effet de dégoût de certains éléments de la post-prod de d'autres personnes que j'apprécie beaucoup, et de me dire, bah tiens, ça, j'aime pas du tout, je vais le corriger, et puis de tâtonner comme ça. Et je suis encore en plein tâtonnement. Il y a plein de choses sur lesquelles je vois mon travail, et je sais qu'aux yeux des autres, ils ne voient pas forcément les défauts que je lui reproche. C'est pas des défauts techniques, c'est des défauts de goût, des défauts esthétiques, de trucs où je. Voilà. Encore de la recherche, quoi. Pas abouti. je pense que de toute façon, le métier de photographe, c'est un métier de laborantin. On est en permanence en train de faire des tests. Il ne faut jamais s'arrêter. Le jour où tu Mm. t'arrêtes, comme je te disais juste avant, il faut vendre ton appareil photo et faire autre chose parce que ça veut dire que tu as fait le tour et que tu vas t'ennuyer. Je vois pas comment Moi, c'est possible. À moins moi d'avoir un ego surdimensionné. ah, je vois où tu veux en venir. Ah, ego surdimensionné? Non, mais sans faire ces vieilles transitions assez pénibles et laborieuses, mais C'était c'est quelque chose pathétique, que tu là. m'avais dit sur les photographes qui auraient un, un orgueil démesuré. Ça m'a beaucoup intéressé. J'avais entendu ça être dit sur les pianistes. On disait que Ouais. les pianistes avaient un orgueil, un ego surdimensionné. Pareil pour pas mal de professions, en réalité, les ingénieurs, beaucoup, les militaires, pas mal. Euh, une bonne classe des artistes, et un certain nombre d'autres personnes. J'aimerais comprendre ce qui te pousse à dire ça et ce qui, par ton observation, te laisse à penser que la majorité des photographes sont là-dessus. Je suis pas forcément désaccord. Je suis juste curieux de savoir ce qui, à ton avis, expliquerait pourquoi les photographes ont un orgueil surdimensionné. Bah moi, le premier, on a quand même un métier. En tout cas, je parlerai là maintenant que du métier de photographe de mariage. Ouais. Photographe de mode, c'est un peu différent, même si l'orgueil est décuplé, mais enfin l'égocentrisme est décuplé. Mais nous, en tant que photographe de mariage, en général, on est seul sur les mariages en tant que photographe. Mm. En tout cas, en France. Moi, quand je suis en France, je suis souvent seul. Quand je fais des mariages ici au Brésil ou alors ailleurs, enfin sur le continent américain, on est souvent deux ou trois parce qu'ils ont une vision différente, les mariés du mariage. Mm. Mais bon, en tout cas, en Europe, on est souvent seul. La solitude, elle t'oblige à te regarder, elle t'oblige à Mm. t'ausculter et parfois à te comparer. Et finalement, c'est tout basé par rapport à toi. Donc, je pense qu'effectivement, et c'est naturel, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas un crime. On est obligé d'être un peu, oui, dans un ego trip. Quand on part seul sur un mariage, voilà, on est face à soi-même. Donc, on cultive ça et on le développe. Après, chacun le développe de sa manière. On montre son travail aux autres, euh, on parle de son travail aux autres. Donc, on est toujours, en fait, au Qu'est-ce qu'on centre fait là? du sujet, tu vois. C'est ce qu'on fait là, exactement, tu vois. Mm. Donc, l'ego, c'est pas quelque chose de négatif. Après, il faut savoir ne pas voilà, l'exacerber de trop. En tout cas, Et en être conscient. ouais, il faut en être conscient. Mm. En tout cas, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à discuter avec d'autres photographes et s'ouvrir là-dessus.
pour pas devenir quelqu'un de pédant ou quelqu'un voilà, de désagréable, parce que ça peut arriver. Parfois, on peut en rencontrer des collègues qu'on trouve un petit peu, voilà, ah, lui, dis donc, il se la raconte, etc. Euh, Moi, je pense qu'au contraire, on peut apprendre énormément des autres. Je suis très, très ouvert à la conversation et même à l'échange avec les autres photographes. Parfois, ce n'est pas le cas de l'autre côté. Il y en a certains qui n'ont C'est pas triste à envie. dire, mais parfois ça l'est, ouais. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Mm. Et je comprends après, hein, c'est comme je viens de te dire, hein, finalement, on est face à soi-même et on parle en permanence de notre travail. Donc, effectivement, c'est un voyage Mm. dans l'ego trip. Je suis surpris. C'est intéressant cette vision-là. J'ai pas du tout la même déjà parce que j'ai eu la chance très tôt de pouvoir demander de pouvoir discuter avec des photographes. Tu as été un des premiers avec qui j'ai pu justement discuter de photos Mhm. et cette capacité-là à tendre la main et à être transparent sur ce qu'on fait en sachant déjà que tout est à l'extérieur. En fait, si on veut apprendre seul, Internet est notre meilleur ami, mais le fait de voir qu'on était capable de me tendre la main, ça c'était suffisant en fait pour savoir que bah, j'étais le bienvenu dans ce milieu-là. Mhm. Et puis après, bon, je suis passé en mode solitaire effectivement pendant plus d'un an et demi, quasiment 2 ans, à pas rencontrer un seul photographe et à tout apprendre seul. Mais il y a effectivement, je pense, ce risque-là de s'isoler. Et c'est la beauté, je trouve, de ces communautés de photographes sur Internet et leur risque aussi le côté de montrer tout le temps son travail, de s'exposer à la critique des autres et de vouloir s'en blinder en pensant qu'en fait on a le fin mot de toute l'histoire. Le fait de dire, bah, une fois que tu as atteint le fin mot, une fois que tu as compris exactement ce que tu faisais, où tu voulais aller, etc., pose ton appareil, t'es au bout. Et, euh, et c'est intéressant. Enfin, je pense que forcément, on est obligé d'être dans cette boucle-là entre le rapport aux autres et le Ouais. fait de revenir vers soi pour s'ausculter, comprendre ce qu'on veut transmettre dedans. Il y a forcément une part de nous aussi dans notre travail. Bref, je touche à beaucoup de points et je fais un grand cercle pour revenir au point de départ. Donc moi, j'oublierai jamais, il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé à faire de la photo et quand j'ai voulu me lancer aussi dans la photo de mariage, j'ai contacté par mail, par téléphone, plein de photographes Mm. en France et partout en France. J'ai eu presque zéro réponse. J'ai eu quelques réponses. J'ai eu peut-être, je ne sais pas, sur 50 contacts, deux, trois réponses. Et j'ai rencontré certains photographes avec qui j'ai eu voilà, des relations d'amitié qui se sont créées, mais très peu finalement par rapport à tous ceux que j'ai sollicités. Et je me posais la question, finalement, qu'est-ce que ça cache Est-ce que le photographe a peur de l'autre photographe Est-ce que le photographe n'a pas envie de faire partie d'un groupe? Ou alors il n'a pas envie de partager ses connaissances? Tu sais, je pense que j'ai une réponse à ça. Fut un temps, je faisais de la magie, de la prestidigitation. J'en ai fait assez Ouais. sérieusement, même à une période. J'étais pas trop mauvais à ça. Et vraiment, c'était un truc qui me passionnait. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans ce milieu-là, non seulement évidemment on ne révèle pas facilement ces techniques aux personnes dans l'assistance, mais on les révèle encore moins aux collègues, parce que ce qui fait notre art, c'est la compréhension de la technique qu'on utilise et le coup de main, le savoir-faire, la façon de l'amener, la personnalité, etc. Il y a vraiment plusieurs étapes, on pourra en parler assez longuement, de parallèle Mhm. avec la photographie, mais l'élément intéressant pour moi est plus qu'en photographie, il y a cette idée-là que ce qui fait leur travail à eux en tant que photographes, c'est la technique qu'ils utilisent, le logiciel, l'équipement, le preset de post-traitement et globalement, c'est tout. Si Ouais. c'est le cas, pour moi, c'est des personnes qui sont très pauvres artistiquement parce qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils font. Ils sont persuadés que c'est ça qui fait la différence, alors qu'on le voit bien. Je m'amuse souvent à prendre mon appareil, à le mettre entre les mains de personnes qui viennent me rencontrer, qui font un petit peu de photos, ou alors qui me disent, ah, mais avec mon téléphone, je peux faire de très bonnes photos. Je leur donne l'appareil et je leur demande de faire des photos. Et je me marre à chaque fois. C'est génial parce que
déjà, c'est radicalement différent et certaines fois, ils font des photos magnifiques. Ouais, Mais surtout, il n'y a pas du tout la même magie dans les mains des personnes. Parce que, comme tu disais, il y a cette idée de l'écosystème et ça ressort énormément à travers ça. Et je pense que la raison pour laquelle ils ne parlent pas de ça, c'est qu'ils ont mal compris qu'il y avait beaucoup plus à leur art que leur matériel et la façon dont ils faisaient le traitement derrière. évidemment. Évidemment, c'est Ça aussi. paraît bête, hein, mais vraiment pour moi, un signal de ça. Sans doute Mhm. des techniciens. Je pense que tu peux acheter le dernier Hasselblad à une personne qui a jamais fait de photo et lui donner. Pourtant, il va avoir entre les mains le meilleur appareil du monde et il va être incapable de D'autant faire une que, pour photo. préciser aux personnes qui ne savent pas de quoi on parle, le Hasselblad, c'est un moyen format, comme ceux dont on parlait avant, une marque Mhm. qui est hors de prix, c'est un petit peu le Leica des pleins formats, c'est très, Ouais, très, très, très ouais, c'est ça. cher, et quasiment tout est manuel dedans. Les photographes qui font des photos avec un Hasselblad, généralement, ils ont 4-5 assistants couleurs, photos, traitement, etc. Et eux, c'est plus des chefs d'orchestre avec une grande vision voilà, Exactement. que des photographes pilotes et enfin comment est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui fait tout lui-même. Homme orchestre, voilà. Chef Un d'orchestre et l'homme directeur, orchestre. moi j'appelle ça un directeur artistique. Et Ouais, d'ailleurs, sur clairement. les shootings de mode, Mm. les photographes sont plus des directeurs artistiques que des techniciens Que des... photographes. En Ouais. général, pour l'avoir fait, il y a un assistant caméra, il y a un Mm. assistant Digitech qui est sur l'ordinateur et qui gère en direct la capture. Tu as des assistants lumière, tu peux en avoir un, deux, voire trois, même quatre, ça Mm. dépend des photographes et de leur processus. Donc oui, voilà, c'est un directeur artistique, un chef d'orchestre, comme tu le dis. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que si tu donnes, par exemple, cet appareil qui est magnifique, qui est incroyable, Mm. on le veut tous, à un mec qui n'a pas forcément l'habitude de faire de la photo, il va pas te pondre un chef-d'œuvre, tu vois. Puis il y a aussi ce problème auquel je suis confronté aujourd'hui, euh, du fait qu'on n'est pas, on ne peut pas être partout à la fois. Et les personnes qui ont besoin de photos et qui ont envie qu'on travaille pour eux, ben, il y en a évidemment beaucoup plus que ce qu'on peut prendre. Et arrive très vite le problème de ne pas pouvoir recommander même d'autres personnes parce qu'on n'a personne d'autre à se mettre sous la main qui fasse du travail assez qualitatif pour qu'on n'ait pas honte de dire, bah voilà, c'est moi qui te l'ai recommandé, j'approuve ce qu'il fait et je sais qu'il fera quelque chose de totalement valide. Certes différent, mais valide. Et c'est pour ça que je trouve ça si bon de pouvoir former des personnes et encourager des personnes à se lancer, parce que déjà, on ne sait jamais quel sera le prochain très grand artiste parmi eux. Peut-être que C'est c'est un vrai. pour cent, mais en fait, on s'en fiche. Il en suffit d'un. Et puis ensuite, dedans, il faut espérer qu'il y en ait quelques-uns à qui on puisse d'abord déléguer du travail parce qu'on en a trop, et puis un jour être les personnes à qui ils délégueront du travail parce qu'eux-mêmes en auront trop, et ça sera merveilleux. On plante en réalité en faisant ça. Avant de finir, et je pense comme jolie conclusion à tout ce qu'on a dit, si quelqu'un vient te demander de lui parler 3 minutes de la photo et de comment se lancer, quel conseil tu lui donnerais pour bien se lancer, pour avoir la bonne approche, pour pas se faire attraper par les écueils principaux du monde photographique que tu commences à bien connaître au fil des années, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de réaliser ses projets, tout simplement. Je lui dirais de réaliser ses rêves, d'aller au bout, de les faire, encore une fois, c'est le plus important. Et puis surtout, je lui dirais de voyager. Je dirais d'aller se promener. Le voyage, c'est pas nécessairement partir en Californie ou au Japon, hein. Ça peut être aussi à 30 km de chez soi. Ce qui est le Oui, plus combien de important dans le personnes voyage, ignorent les pépites juste de la nature qui sont juste autour de chez eux? Ça me fait rire le nombre de Bordelais qui m'envoient des photos, enfin des commentaires sur mes photos pour me demander à quel endroit c'est. Ils sont surpris de se rendre compte que c'est littéralement à 3 minutes à pied de chez eux, quoi. Ça, c'est une merveille, ce truc. Ça me fait trop rire. je lui dirais aussi une chose, euh, de toujours être curieux et de jamais prendre les choses telles qu'elles sont. C'est hyper important. D'être curieux et d'aller chercher derrière pour voir ce qu'il y a.
Eh ben, Je dirais ça. écoute, c'est des conseils de vie, je pense qui s'appliquent à plus large que la photographie. Merci beaucoup d'avoir, Merci à donné des toi, Jean. lumières sur, ton travail et tout ça. C'était un bonheur et je suis très Comme, heureux d'avoir cha- fait ce premier test avec toi. Comme à chaque fois, bah, j'espère que ça marchera bien. En tout cas, comme à chaque fois, c'est un plaisir de te parler. J'espère que les gens qui vont regarder vont s'amuser. C'est important de s'amuser dans la vie. Puis aussi, ils vont apprendre des choses. Et peut-être que ça va donner aussi envie à certaines personnes de se lancer. Et n'hésitez pas à me contacter, à contacter Jean. Non, il On est faut. ouvert. On a parlé très longtemps de ton travail et on leur a montré un petit peu au passage, mais j'imagine que les personnes auront eu le réflexe, et si ce n'est pas le cas, vous avez un devoir moral, après l'avoir écouté si longuement, d'aller faire au moins un petit tour et de vous abonner à son travail sur Instagram. Moral, parce qu'il donne du temps, donc c'est nécessaire. Mais voilà, je vous invite vivement à le faire. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Jean. À bientôt.